Quelle que soit l'issue de ces législatives, la performance est déjà inédite. La gauche écologiste et sociale rassemblée est au coude à coude avec la majorité présidentielle en nombre de voix à l'issue du premier tour d'hier. L'autre fait politique de ces élections est une abstention historique, plus de 52%. Pour en discuter, 3 candidates qualifiées au second tour sous l'étiquette NUPES. Bonsoir et bienvenue à tous les 3. Danielle Simonet, vous êtes élue au Conseil de Paris, élue insoumise. Vous avez fait 47% des voix face à la candidate d'hiver gauche Lamia El Harraj, qui a fait 3 fois moins, dans une circonscription plutôt traditionnellement acquise au PS. Elsa Faucillon, vous êtes députée communiste sortante des Hauts-de-Seine, vous avez fait 54% des voix, mais pas assez d'inscrits sont allés voter pour que vous soyez élus dès le premier tour, donc au second, vous serez face à la candidate Ensemble, Marie-Ange Badin. Sophie Taillé-Polian, vous êtes sénatrice écolo issue du mouvement Génération, vous briguez la 11e circonscription du Val-de-Marne, vous avez obtenu 49% des voix, soit le double du candidat Ensemble, Erwan Calvez. Et Ilyes Ramdani, salut Ilyes, tu suis l'exécutif. Oui, moi je suis pas au second tour. Tu n'es pas au second tour, mais tu seras là bien après. Exactement. D'abord, peut-être un mot sur l'abstention historique. La leçon, c'est que l'union des gauches ne suffit pas à mobiliser ceux qui ne votent pas ou ceux qui votent par intermittence. J'y vais ou pas? Ah ben vous allez tous y aller, donc allez-y. L'abstention, elle est forte et de plus en plus forte au cours de cette 5e République. Sur les 5 dernières élections législatives, elle baisse à chaque fois à peu près de la même manière, la participation. Elle baisse à chaque fois. Ce qui nous fait dire d'ailleurs, collectivement, que cette 5e République ne va pas, que la démocratie est largement à bout de souffle. On le constate, nous, quand les militants, les militantes sont sur le terrain et qu'on tente de convaincre, on tente de faire en sorte que la participation citoyenne soit la plus large possible. Et c'est pour ça qu'on demande la 6e République et qu'on veut la participation citoyenne la plus large possible. Et puis vous dites que la participation a été moindre aussi et qu'on aurait pu s'attendre avec la dynamique de la NUPES à une participation plus grande. Ce que je constate dans ma circonscription, c'est quand même que celles et ceux qui avaient fait fort à la présidentielle en se mobilisant dans les quartiers populaires pour mettre la gauche très haut, et particulièrement Jean-Luc Mélenchon, ont continué pour une part à le faire et à considérer cette élection législative comme l'opportunité d'un 3e tour. La 3e donnée, c'est que cette union, elle est à la fois profonde et à la fois elle s'est faite il y a trop peu de temps et que très certainement il y a encore besoin pour nous de pouvoir convaincre et rendre crédible l'idée que cette union, elle n'est pas juste une donnée ou un facteur électoral, mais qu'elle est aussi une union qui s'ancre partout, localement et de manière plus profonde peut-être. Sophie Taillé-Polian. Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Elsa. C'est-à-dire que là, on a monté un peu un joli barnum pour les élections, législatives et qu'il convient maintenant de construire des choses un petit peu plus en dur pour approfondir et pour aussi faire vivre sur les territoires. C'était quand même un accord et c'était normal, vu le temps qu'on avait, deux parties. Donc d'une part, c'est pas fini et là, on est tous très mobilisés pour le 2e tour. Mais au-delà, il faut faire vivre ça sur le terrain et puis trouver les formes concrètes. Après, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est aussi quand même qu'on a eu, on peut toujours, et c'est un peu c'est normal, on est on s'auto-critique, on réfléchit à ce qu'on a fait, etc. Mais il y a quand même aussi une volonté d'anesthésie générale du débat politique dans ce pays depuis le 2e tour de l'élection présidentielle. Enfin, c'est-à-dire qu'on a eu un pouvoir qui a absolument rien dit, rien fait, a fait durer une espèce d'atonie, alors qu'il y a beaucoup de choses qui auraient déjà pu être faites. Vous estimez la majorité responsable en partie de l'abstention, parce qu'à la limite, elle vous laissait un boulevard pour dérouler vos arguments. Mais quand on parle tout seul, on parle dans le désert. Donc nous, on a quand même, et avec Jean-Luc Mélenchon et avec l'Union des gauches, installé un débat droite-gauche, mais on a quand même eu en face de nous, outre les exagérations et les accusations de je ne sais pas quoi pour nous diaboliser, et sinon silence radio. Je veux dire, la Première ministre, elle a beau jeu de dire qu'elle va faire un projet de loi sur le pouvoir d'achat, elle aurait déjà pu prendre un certain nombre de mesures, y compris des mesures qui étaient parmi les promesses d'Emmanuel Macron, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, ça aurait déjà pu être fait. Donc il y a une forme d'anesthésie complète, et évidemment, ça n'aide en rien celles et ceux qui veulent faire vivre le débat. Oui, il y a une grande responsabilité d'Emmanuel Macron qui a cherché à enjamber l'élection législative. Il n'avait déjà pas accepté qu'il y ait un débat de son bilan
du quinquennat. Il n'a pas voulu présenter de programme. Et donc, il a tué le débat possible sur ces législatives. Or, nous savons quelles sont ses intentions. Quand il annonce à la Commission européenne qu'il veut réduire le déficit à 3%, ce qui va occasionner 80 milliards par an de coupes austéritaires, on sait que ça va être par exemple 10 milliards en moins sur les collectivités locales et territoriales. Donc ça veut dire les services publics locaux cassés, brisés, ça veut dire aussi des augmentations de TVA, ça veut dire des coupes franches dans les services publics, hôpitaux, éducation nationale. Bon, on sait qu'il y a dans sa volonté, dans sa volonté politique, une accélération de sa politique libérale qui va être très dure. Il n'a pas voulu la mettre en débat. Est-ce que on peut aussi se donner comme raison à l'abstention peut-être le manque de représentativité de l'Assemblée ou de la future Assemblée, et notamment des candidats qui se présentent, c'est-à-dire qu'on a très peu de candidats issus des classes populaires, issus du monde ouvrier. Il y a bien dans votre camp des symboles qui seront possiblement peut-être élus, le boulanger qui s'était engagé pour son apprenti exilé Stéphane Ravaclé dans le Doubs, Rachel Keke, la gouvernante militante de l'Ibis des Batignolles dans le Val-de-Marne. Mais voilà, comme le disait François Ruffin, est-ce que ce ne sont pas un peu les arbres qui cachent la forêt? Est-ce que vos candidats sont assez divers en termes d'origine de classe sociale, pour inciter les abstentionnistes? Est-ce que vous avez fait assez sur ce point? Moi, je pense qu'on n'en fera jamais assez, donc ce sera toujours nécessaire de se remettre en question. Et tout notre rôle, par exemple, des futurs députés à l'Assemblée nationale, ce ne sera pas simplement de faire un travail brillant à l'Assemblée nationale, dans le cas où Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, pour élaborer toutes les lois pour transformer, ou bien dans le cas où nous sommes une force d'opposition, de résister à Macron, mais ce sera aussi de jouer un rôle, de contribuer à l'auto-organisation citoyenne, et donc à l'émergence à tous les niveaux de figures qui contribuent à cette organisation. Ça on connaît votre engagement militant dans la rue, dans les manifs, mais la question de l'implication citoyenne pour pouvoir faire émerger des figures qui candidatent, doit être un impératif politique permanent. Ça l'était déjà ces dernières 5 années ou pas? Je pense, oui. Et je pense d'ailleurs que si on n'a pas d'auto... Je vous coupe, mais comment expliquer le faible nombre de candidats issus des classes populaires au sein de la NUP, alors même que ce sont vos combats, c'est ce sur quoi on vous entend, la justice sociale, une meilleure représentativité. Comment ça se fait que vous avez si peu de candidats issus des classes populaires? Alors, d'abord, moi, je voudrais regarder un peu plus précisément, parce que... Il y en a beaucoup plus que les autres formations politiques. Quand même. Non, mais vraiment beaucoup plus. On l'imagine, mais comme c'est votre cœur de bataille... Quand il y a Sarah Lecun, qui est enseignante et qui est élue députée au premier tour, des enseignants, dans le primaire ou dans le secondaire, il n'y en avait pas beaucoup dans l'Assemblée à laquelle j'ai participé pendant ces 5 dernières années. Ou d'ouvrières. Voilà, pour être précise, parce que les classes populaires et les classes moyennes, ça représente aussi le monde enseignant quand il l'embauche à 1 400 €. Voilà. Ensuite, moi je pense que c'est un combat, comme c'est un combat, le féminisme que nous devons livrer, y compris dans nos organisations politiques, et je peux vous dire que toutes les trois, nous le menons et nous continuerons de le mener, que les classes populaires ou les représentations aussi de personnes racisées, pour dire les choses très concrètement, c'est un combat qu'on doit continuer de mener. Après, dire que c'est responsable de la faible abstention... non, est-ce que c'est pas une des de clés la faible participation, par exemple, je crois qu'évidemment, c'est un levier, la représentativité, elle est un levier démocratique extrêmement important. Elle est une obligation aussi, morale d'ailleurs. De dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui constitue le boost supplémentaire, je vais pas jusque-là. Ilias, tu voulais réagir? Non, j'allais simplement... j'avais l'exemple de la Seine-Saint-Denis en tête qu'on avait regardé, où par exemple on voit bien... Alors les députés sortants font des bons scores, mais globalement, pas, à cause de l'abstention, ne sont pas réélus. C'est votre cas aussi, Elsa Faution, dans les Hauts-de-Seine. Et quand on regarde plus précisément, par exemple, on a à La Courneuve, je prends 2 exemples très rapidement, à La Courneuve, une candidature citoyenne de quelqu'un qu'on avait reçu ici, d'ailleurs, Ali Djouara, qui a créé un mouvement citoyen qui s'appelle Seine-Saint-Denis au cœur, qui fait 20% sur sa ville, alors qu'il y a 2 candidatures des partis de gauche, une du Parti communiste, une plutôt proche de la France insoumise, et il fait 20% quand même. Donc ça veut dire que ce message de représentativité, puisque c'était le cœur de sa campagne en fait, de dire nous on ne soutient pas la NUP parce qu'on n'a pas été entendus, nous militants des quartiers populaires, nous militants racisés, etc., ça fait 20%. Donc il y a quand même une aspiration
dans une terre de gauche. Vous parlez d'une circonscription où il y a Samia Bouroua qui est candidate et Asdine Taïbi. Bien sûr. D'accord. Non, mais dans cette circonscription, il faudrait opposer des partis politiques qui ne sont pas des candidatures citoyennes, mépriseraient, et des gens populaires, citoyens populaires, racisés, tous les candidats, etc. On a des choses qui peuvent à la fois parfois grandement se recouper, et c'est d'ailleurs pour ça que pour nous l'intersectionnalité fait aussi partie d'une grille de lecture, d'analyse du monde et de la société. En revanche, elle ne se recoupe pas toujours. C'est-à-dire que là, on a soit Asdine Taïbi, soit Samia Bouroua, qui sont des gens issus du monde populaire, tous les deux, qui sont des personnes racisées, toutes les deux, qui ne sont pas des candidatures citoyennes. Avec 20% des électeurs cornéliens elles sont des candidatures et populaires et racisées. Et l'autre exemple. Et le deuxième exemple, très rapidement, c'est sur la circonscription Clichy-Montfermeil, etc., où déjà, il y a 5 ans, à l'époque, c'était la France Insoumise, avait parachuté Juan Branco, l'avocat, et ça n'avait pas marché. Et cette année, il y a une candidature de gauche, pareil, qu'on peut appeler parachutée, avec le secrétaire national Jérôme Legarde du Parti ouvrier indépendant, vous m'arrêtez si je me trompe, le POI, qui fait un des plus mauvais scores de l'Union de la gauche en Seine-Saint-Denis, avec une candidature de quelqu'un qui est tout à fait méconnu sur la circonscription, qui est un homme blanc d'un certain âge, etc. Donc, quand on regarde dans le détail des circonscriptions, il y a effectivement quand même une sorte de corrélation qu'il faudrait affiner, il faut passer des jours et des semaines à les regarder, mais une sorte de corrélation entre la façon dont les candidats et candidates ressemblent à la population, la façon dont les candidatures sont construites et les scores électoraux. Donc c'était un peu pour alimenter le débat, même si j'entends les arguments, etc. Mais là, comme dans le second exemple que vous citez, c'est aussi la question de est-ce qu'on habite dans l'endroit où on est élu, est-ce qu'on y vit sa vie quotidienne comme tout un chacun ou pas, ou est-ce qu'il y a effectivement la question de proposer des candidatures qui ne connaissent pas du tout le territoire, donc qui ne connaissent pas les gens, etc. Et la question pour moi de la légitimité de l'élu, y compris tant qu'on est dans ce système, on peut parler de la proportionnelle, après ce serait autre chose, mais là on est dans un système où les élus, ils sont attendus sur le territoire, sur leur territoire. Je crois qu'on partage toutes les trois cette implication très forte de là où nous sommes élus, c'est là où nous vivons et où nous militons depuis des années. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut faire attention à pas non plus tout mélanger. Et je crois que c'est, pour moi en tout cas, la question de se dire qu'on milite là où on est élu et on est élu là où on milite, elle est très importante. Alors justement, l'ancrage local, on l'a vu dans la soirée électorale qu'on a passée hier à analyser ici des résultats, y compris de la majorité, que parfois ça fonctionnait pas toujours aussi bien qu'avant, ça fonctionnait pas forcément à plein. Un exemple, puisque je vous ai avec moi Elsa Faution du Parti communiste, le résultat de Fabien Roussel, donc qui est candidat à la présidentielle, qui est sortant, qui est devant, mais de peu face au candidat du RN, c'est pas forcément un très bon signal. C'est pas un super score, si j'ose dire. Alors j'ai pas le score du 3e et du 4e. Je m'excuse parce que je le dis avant. Je l'ai pas en tête. Ce qui est vrai, c'est que quand on est en élection dans sa circonscription, on regarde assez peu, malheureusement, dans le détail ce qui se passe ailleurs, même si évidemment. Scores, c'est pas ce qui est vrai, c'est que l'ancrage, pour moi, il est quelque chose d'absolument décisif pour être en lien, pour être connecté aux réalités, pour les vivre aussi. Enfin, voilà, moi j'habite Gennevilliers, dans ma circonscription, dans un des premiers quartiers qui a été classé prioritaire en 1983. Vous avez dit peut-être avec Fabien Roussel et comment il appréhende ce second tour. Mais ce que je veux, quand même, je réponds à votre question sur l'ancrage, parce qu'à mon avis, c'est une question importante. Cet ancrage, il est extrêmement important pour exercer son mandat. Et pour pouvoir vivre des expériences politiques, des expériences sociales, culturelles avec les habitants de sa circonscription. Pour moi, c'est assez décisif. Après, ça ne fait pas l'élection. Un bilan, c'est pas ça qui vous fait réélire, même si c'est une bonne donnée et que les gens peuvent vous juger dessus. Donc après, il est dans une circonscription où le Rassemblement national, depuis des dizaines et des dizaines d'années, s'est implanté. C'est dans un terrain, effectivement, où le monde ouvrier a connu la désindustrialisation de manière massive et où le Rassemblement national s'implante d'année en année. Ce que je vois, c'est que Fabien Roussel, pour un communiste dans sa circonscription, résiste bien face au Rassemblement national. Je pense également à Marine Tondelier face à Marine Le Pen. En plus, c'est des mandats qui s'exercent, ou un exercice politique qui s'exerce dans la dureté quand on se retrouve face à ces candidats du Rassemblement national-là.
Damien Abad, c'est l'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il est actuellement candidat aux législatives pour la majorité d'Emmanuel Macron. Et dimanche, dans la 5e circonscription de l'Ain, il est arrivé en tête au premier tour, 10 voix à 10 points de plus que la candidate NUPES. Hélène, visiblement, les électeurs de sa circonscription ne lui tiennent pas rigueur de ses agissements supposés. Non, pas tellement. Et d'ailleurs, pendant sa campagne, Damien Abad n'a pas tellement souffert de l'affaire qui avait été révélée par Marine. Sur le terrain, James Grégoire, notre journaliste, a pu le constater. C'est plutôt l'indifférence générale à la lumière un peu de toute la tonalité de cette élection qui primait. Alors, on en vient à votre enquête, l'enquête que vous avez publiée ce soir et coécrit toutes les deux. Marine, le 21 mai dernier, sur Mediapart, tu avais publié les témoignages de 2 femmes, Margot et Chloé, qui accusent le ministre des Solidarités de viol. Ce soir, dans votre enquête, une 3e femme évoque une tentative de viol. C'est une enquête détaillée où, par ailleurs, de nombreux élus, de nombreux témoins de ces proches de ces femmes notamment, s'expriment pour la première fois. Vous qui nous regardez ce soir, nous allons traiter des violences sexuelles. L'écoute de l'émission peut donc être difficile. Marine, cette femme dont on parle, ce nouveau témoignage, elle s'appelle, on va l'appeler, disons plutôt Laetitia. En 2009, elle présidait la Fédération des jeunes centristes dans son département. Damien Abad était alors le président national de cette organisation. Il venait d'être élu député européen. Alors dans votre article, c'est intéressant, Laetitia décrit dans ce mouvement politique, à cette époque-là, un climat politique, je cite, malsain et sexiste, où la drague était institutionnalisée, c'est ce qu'elle dit. Et puis elle dit que Damien Abad a vrillé, je cite, lorsqu'il est devenu député européen, qu'il est, je cite encore, tombé dans un sentiment de toute puissance et d'impunité permanente. Et c'est à ce moment-là, dit-elle, qu'il serait devenu collant avec elle, ce sont ses termes. Oui, alors elle explique que d'abord, régulièrement, quand il se croisait à des réunions du parti, il avait l'habitude de venir vers elle pour lui dire bonjour et de lui faire la bise, et qu'à cette occasion, il mettait en avant ses mains et qu'elle pensait qu'il allait la prendre par les épaules, et qu'en fait, il touchait, selon elle, avec ses bras et ses mains, sa poitrine et se frottait à elle. Elle dit qu'elle lui a demandé d'arrêter, qu'elle lui a fait la remarque, qu'elle lui a dit que ce n'était pas possible, et qu'à chaque fois, il se serait réfugié derrière son handicap en disant c'est pas de ma faute, regarde, en montrant ses mains, ou qu'il aurait dit à une autre occasion désolé, mais tu as une poitrine trop grosse, c'est compliqué. Ça, c'est son récit à elle. Et puis elle parle d'une autre rencontre, d'un mariage d'un responsable du nouveau centre qui aurait eu lieu dans l'Aveyron. C'était le 31 juillet 2010. Elle nous a transmis le faire-part de ce mariage. Ce qu'elle dit, c'est qu'il aurait commencé sur la piste de danse en fin de journée, début de soirée, à vouloir danser avec elle alors qu'elle ne le souhaitait pas, à se frotter à elle. Elle dit qu'il aurait justement à nouveau, à cette occasion-là, frotté sa poitrine, ses bras contre sa poitrine à elle, qu'il aurait ensuite tenu des propos inappropriés du type je veux te baiser, et puis qu'il aurait insisté pour la rejoindre, pour qu'elle le rejoigne dans sa chambre. Laetitia dénonce aussi d'autres faits plus graves qui seraient survenus lors d'une soirée au premier semestre 2010. Alors d'abord, Damien Abad, on va voir dans votre enquête, lui aurait offert un verre au fond duquel elle dit avoir vu quelque chose suspicieuse. Elle dit être allée immédiatement recracher sa gorgée aux toilettes. Un peu plus tard, à la sortie des toilettes, Laetitia raconte que Damien Abad l'attendait derrière la porte. Le député l'aurait poussé dans une pièce en face. Il lui aurait dit des insanités, des termes très crus. « Tu vas la sentir passer, elle est énorme. Vas-y, suce-moi. » On aurait cru, dit-elle, qu'il était dans un film hard. Elle affirme qu'il aurait poussé sa tête vers son entrejambe. Son sexe n'était pas sorti, mais son pantalon était ouvert, dit-elle. Elle poursuit. Ma tête était coincée sous son bras et contre son torse. Je ne pouvais pas me défaire. J'avais peur, j'étais sidérée, je me suis débattue. Je l'ai frappé dans le ventre. Bon, évidemment, c'est un témoignage très difficile. Et ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est que ce témoignage, il est confirmé à des degrés divers par des témoins de la scène. Oui, alors Laetitia nous explique qu'au fil des années, elle s'est confiée à un certain nombre de personnes, certains de ses proches, mais aussi des élus, des cadres du parti centriste, et puis aussi des amis, des conjoints qu'elle a eus durant ces années-là. On a retrouvé déjà l'ancien militant centriste qui, d'après son récit, a fait irruption dans la pièce où elle se trouvait ce soir-là avec Damien Abad durant la tentative de viol qu'elle dénonce. Alors on l'a retrouvé, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que lui, justement, il a eu une discussion en février
dernier, 3 mois avant notre article, avec Laetitia, et que Laetitia lui a dit, alors qu'ils se remémoraient leur soirée de l'époque chez les jeunes centristes, mais tu sais que ce soir-là, tu m'as sauvé la vie. Et donc à cette occasion, elle lui a relaté ce qu'elle dénonce aujourd'hui, et puis lui a eu comme un flash, il s'est souvenu effectivement être rentré dans une pièce et s'être trompé en pensant aller aux toilettes, être rentré dans une pièce, il avait l'impression d'interrompre quelque chose. Voilà, donc il nous a dit qu'il ne doutait pas de son témoignage, que lui-même, à l'époque, avait mis en garde, d'après ce qu'il dit, Damien Abad, sur son comportement avec les femmes. Et puis on a d'autres témoignages, évidemment la mère de Laetitia, à qui Laetitia s'est confiée très vite en 2010, puis elle lui en a reparlé à d'autres occasions les années suivantes. Sa mère dit qu'elle était extrêmement choquée et perturbée lors de ses confidences. Son médecin, à Laetitia, qui lors d'une consultation en 2015 a reçu la jeune femme qui lui aurait dit justement qu'elle était victime de faits de la part d'un homme politique important. Elle n'a pas donné le nom, mais elle a étalé son témoignage, elle lui a donné son témoignage. Et puis il y a des élus qui témoignent ouvertement, par exemple le sénateur ancien Les Républicains Olivier Pacot, qui était dans l'équipe de Xavier Bertrand lors de la primaire LR. Lui, il se souvient que Laetitia lui en avait parlé il y a quelques années, sans doute vers 2017-2018, d'une tentative d'abus de Damien Abad, sans être très précise, dit-il, mais après, elle lui en a reparlé dans les années suivantes, et notamment après la nomination au gouvernement de Damien Abad, avec cette fois un grand nombre de détails. Et puis, plus largement, on a recueilli les témoignages de 4 élus et un militant centriste, voilà, à qui elle s'est confiée au fil des années, en 2017, en 2018, et puis plus récemment, au moment de la nomination de Damien Abad au gouvernement, et puis Pierre-Yves, un ami, à qui elle s'en est ouverte de manière assez détaillée. Il m'a relaté vraiment toutes les confidences très détaillées de Laetitia en octobre 2020. Donc, beaucoup de témoignages pour ce qui concerne le témoignage de Laetitia, qui est l'information principale de l'enquête de ce soir, même s'il y en a beaucoup d'autres, et d'ailleurs, on va y venir. Évidemment, Marine, pour cette enquête, tu as cherché à contacter Damien Abad. T'a-t-il répondu de façon générale et sur le cas précis de Laetitia ? Alors, déjà, on l'avait contacté pour la première enquête, celle du 21 mai. À ce moment-là, il avait refusé notre demande d'entretien, mais il avait répondu une réponse globale écrite qu'on avait publiée en intégralité dans Mediapart. Il démentait les accusations de viol qu'avaient formulées Margot et Chloé. Cette fois-ci, silence radio. Ça fait 2 jours qu'on essaye de joindre Damien Abad, son avocat Benoît Chabert, le cabinet d'avocats, le collaborateur de Damien Chabert, la conseillère presse de Damien Abad au ministère, que j'ai eu plusieurs fois, que j'ai sollicité plusieurs fois. On leur a proposé aussi un délai supplémentaire s'ils souhaitaient pour pouvoir prendre le temps de répondre. On n'a pas eu de réponse à cette proposition qu'on a faite. On n'a eu aucune réponse à nos 14 questions extrêmement détaillées. Il faut préciser que Damien Abad a lu mes demandes, les messages que j'ai pu lui envoyer sur l'application Telegram. Il les a lus, c'est mis sur les messages. Vous savez, il y a les petites activations de lecture des messages. Il n'a pas souhaité nous demander un délai, il n'a pas souhaité répondre. Donc c'est vrai que cette stratégie d'évitement, elle questionne pourquoi aucune réponse à nos multiples questions, à toutes ces accusations qui méritaient des réponses, des explications, des commentaires, et peut-être nous donner d'autres éléments qui auraient pu contredire peut-être certains faits et dont qu'on aurait pu intégrer à cette enquête. Alors, le témoignage de Laetitia, il s'ajoute à celui de 2 autres femmes qui s'appellent Margot et Chloé. J'ai dit au début de l'émission, 2 témoignages que tu avais déjà publiés dans ta première enquête, Marine, qu'on avait d'ailleurs diffusé dans cette émission, leur témoignage en vidéo. Et on va réécouter celui de Margot, une ancienne militante centriste de 35 ans, qui a porté plainte pour viol en 2017. Pendant un peu plus de 6 mois, on s'est envoyé des SMS de temps en temps. C'était plutôt un flirt. Moi, j'étais charmée par lui. Ensuite, il s'est montré plusieurs fois assez insistant. Il m'a invitée chez lui, à Lyon. J'ai accepté et puis j'ai trouvé une excuse pour pas y aller parce que j'étais pas à l'aise. Et puis, il s'est de nouveau invité chez moi à l'hiver de l'année où je porte plainte contre lui pour viol. Il s'est invité chez moi en insistant, mais j'ai accepté. Et puis ce soir-là, on a eu une relation sexuelle consentie au départ, plus consentie ensuite. Et c'est pour ça que je porte plainte.
Et l'affaire, cette plainte, elle avait été classée sans suite. On avait expliqué ça dans la dernière émission. Comme une impression de déjà vu, de déjà entendu à l'écoute des réactions politiques suite à nos révélations sur Damien Abad. Hier, Mediapart révélait une nouvelle accusation visant le ministre des Solidarités, une accusation de tentative de viol. Accusation appuyée par de nombreux éléments matériels comme des SMS, mais aussi des témoignages d'élus qui soulignent le comportement inapproprié ou lourd de Damien Abad envers des femmes et notamment des collaboratrices. Quelles ont été les réactions politiques dans la majorité? Eh bien, comme souvent, on se cache derrière la justice alors qu'on sait qu'elle est défaillante en matière de violences sexuelles. À notre micro, Bruno Le Maire. Mediapart publie un nouveau témoignage d'une femme qui accuse Damien Abad de tentative de viol. C'est le 3e témoignage de ce type qui accuse le ministre des Solidarités de tentative de viol ou de viol. Est-ce que vous pensez qu'il a encore sa place au gouvernement après ceci ? Je n'ai pas lu ce témoignage. Je ne suis pas Premier ministre, je suis ministre de l'économie et des finances. La justice s'est prononcée sur les faits. Donc moi, je suis les décisions de justice et je n'ai aucun autre commentaire à faire. C'est à la justice de se prononcer. Et de façon éthiquement, est-ce que c'est normal qu'un ministre accusé de viol par 3 femmes reste au gouvernement ? Je vais vous refaire la même réponse. J'ai peur de provoquer de la lassitude chez vous. C'est une affaire que la justice doit traiter. Seule la justice, donc, défaillante, donc, pourrait trancher politiquement ce genre de cas. Pas un mot pour les victimes, pas un mot pour les femmes. Et cette question ne taraude pas que les journalistes que nous sommes. En déplacement de campagne dans le Calvados, la Première ministre Elisabeth Borne est interpellée par une riveraine. Je le dis en tant que Première ministre et en tant que femme. Je les invite à déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits. Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas? Bien sûr que ça me dérange. Mais pourquoi il est encore là? Attendez, madame. C'est pas moi je suis pas juge, vous savez. Je suis pas juge. Moi, je vois que cet homme est en haut de notre pays. Je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité. Cette riveraine parle éthique et morale. La Première ministre lui répond justice. Soyez irréprochable déjà dans les personnes qui vous représentent, c'est-à-dire les députés, les ministres. On ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est une cuisine complète au cul. Une cuisine et peut-être même tout un appartement meublé en fait. Et Elisabeth Borne aura beau répéter qu'elle s'exprime en tant que femme, ça risque de ne pas suffire à faire croire que les femmes sont véritablement la grande cause du quinquennat. Quant à Damien Abad, il n'a pas répondu à nos questions, mais a communiqué une fois notre enquête publiée en réfutant catégoriquement ce qu'il qualifie d'allégation. Il fustige aussi un calendrier soigneusement choisi et la partialité de l'enquête de Mediapart. Pour vous faire une idée, lisez l'enquête de Marine Turki et Hélène Salvi, lisez le parti pris de Lénaïque Bredou sur la confusion d'Emmanuel Macron entre éthique et justice et lisez l'analyse d'Ilyes Ramdani sur la faiblesse des réactions politiques au sein de la majorité. Tout ça, c'est sur Mediapart, à condition d'être abonné. Si vous le pouvez, faites-le. Tout de suite, la suite. Elle est l'un des nouveaux visages de la France insoumise à l'Assemblée nationale, élue dès le premier tour. Et elle est notre invitée ce soir, la députée de la 16e circonscription de Paris, Sarah Legrain, élue sous l'étiquette NUPES. Bonsoir Sarah Legrain. Bonsoir. Et bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Avant que je vous présente une réaction à ce qu'on a entendu sur l'affaire Abad, seule la justice peut apporter une réponse. Est-ce que c'est ce que vous pensez, vous ? C'est bien évidemment la démonstration que le gouvernement n'a rien compris à la question des violences sexistes et sexuelles. Voilà. On a un gouvernement d'ailleurs qui a beaucoup dit, et Emmanuel Macron lui-même, j'enjoins les femmes à parler. Le problème qu'on a actuellement, c'est pas que les femmes parlent. En fait, les femmes se mettent à parler, elles ne sont pas entendues quand elles parlent. Et là, c'est un cas typique. Puisque à partir du moment où elles ont commencé à parler, en fait, on n'écoute pas leurs paroles. On fait comme si la justice était une affaire simple pour les femmes victimes. Donc, c'est ne pas comprendre tout le périple que c'est pour les femmes, c'est ne pas comprendre l'état de notre système judiciaire et policier sur ces questions-là. Donc voilà. Et puis une dernière chose aussi, ce ne sont pas les juges qui nomment les ministres. C'est la Première ministre. Donc Elisabeth Borne n'a pas besoin d'être juge pour décider qu'un ministre est ou non dans son gouvernement. Donc elle pourrait tout à fait appliquer un principe de précaution en disant... En fait, par précaution, je préfère qu'il n'y ait pas des femmes qui se disent que j'ai potentiellement un agresseur dans mon ministre et dans mon gouvernement. Et ça, c'est une mesure politique.
quelle est la limite ou quel est le point, le moment où on se dit là on peut plus rester au gouvernement? Certains disent la mise en examen, d'autres disent la condamnation. Imaginons que Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre et que donc il y a un gouvernement de gauche. Dans votre camp, ce serait quoi le curseur pour dire voilà, cette accusation elle est trop grave ou ça ne permet pas de conduire l'action politique? Nous on a fait un choix assez clair qui est celui d'écouter la parole des victimes, la parole des femmes, et d'appliquer un principe de présomption de crédibilité pour ces femmes. Ça ne signifie pas du tout qu'on décide que quelqu'un est coupable, parce que ça c'est le ressort effectivement de la justice, mais par contre on peut décider d'appliquer des précautions politiques et de ne pas laisser, de ne pas prendre certains risques. Alors évidemment, il faut qu'on ait un dossier, quelque chose de construit, des témoignages, et puis qu'il y ait surtout la volonté des victimes que ça puisse aller derrière jusqu'à un signalement et une décision politique. Mais s'il y a cette volonté-là et qu'il y a un dossier, il faut pouvoir se dire qu'on prend des mesures de précaution. Alors, quelques mots sur vous. Vous avez 36 ans, vous êtes féministe, engagée en politique depuis un peu plus de 10 ans et vous êtes prof de français dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Le Parisien vous présente comme une intellectuelle pétrie de littérature et de philosophie, normalienne et brillante agrégée de lettres. Est-ce que cette description vous convient? C'est pas vraiment ce que j'avais l'intention de mettre en avant. Comment vous décririez-vous, vous? Moi, mon quotidien, il est fait de la ligne 5 du RERB, puis du bus 15 dans le Nez-sous-Bois, puis de l'établissement scolaire dans lequel j'enseigne, qui est un établissement classé en zone sensible, etc., auprès de populations qui sont dites défavorisées, et où j'ai pu voir au quotidien, pendant ces 5 dernières années, l'accélération de la casse de notre service public de l'éducation nationale. Et le mépris aussi que reçoit notre jeunesse. Et parfois, en dépit du dévouement qu'on peut remarquer des personnels de l'éducation nationale, quels qu'ils soient. Voilà, donc je pense que ça dit assez bien mon quotidien. Et que c'est peut-être plus fidèle, mais bon, parfois les journalistes s'intéressent aux diplômes. Mais c'était élogieux, c'était pas... oui, bien sûr. Non, mais je n'aimant pas avoir ces diplômes-là, mais c'est pas... Je suis pas sûre que c'est ce qui me caractérise le plus. En 2017, vous aviez raté de peu la victoire face à Mounir Majoubi, qui ne s'est pas représenté. Cette fois, c'est une victoire écrasante. Sarah Legrain, 56% des voix face au candidat Ensemble, qui fait moins de la moitié. Est-ce que vous vous attendiez à une victoire au premier tour et une telle victoire? Alors, je savais que c'était de l'ordre du possible. J'avoue que là, le score est, comme vous le dites, assez écrasant et que c'est quand même une fierté particulière. Et la première analyse que je tire, je pense que ça sanctionne une excellente campagne, pas par ma part, mais en fait menée par des militants extraordinaires, par une vraie dynamique que moi j'ai ressentie sur le terrain et qui me disait que là, il y avait une appétence pour ces élections législatives que j'ai pas du tout ressentie en 2017. Donc moi, j'avais senti qu'effectivement, là, quelque chose se passait. En 2017, il y a eu un effet de rassemblement de la gauche derrière ma candidature au second tour qui n'a pas suffi puisque à 700 voix près, j'ai perdu. Mais j'avais fait le plein de ces voix de la gauche. Là, ce que j'ai senti, c'est des électeurs, notamment des quartiers populaires, qui d'habitude ne votent pas du tout aux élections législatives et qui sont venus me voir en me disant alors comment on fait? Est-ce qu'il faut se réinscrire? Est-ce que c'est le même bureau que la présidentielle? Qu'est-ce qu'il y aura sur le bulletin? Tout ce qui montre qu'il y a eu une forme de retour au vote, pas du tout suffisant, mais suffisant dans le cas de ma circonscription, mais de retour au vote de personnes qui n'y vont pas forcément. Vous pensez que ce sont les populations, les classes populaires de votre circonscription qui sont venues voter? Parce que je rappelle quand même, 56% des voix, c'est énorme, mais avec un taux d'abstention de 50% sur cette circonscription qui a pris 1 point entre 2017 et 2022. Vous incarnez le renouveau à la fois par votre jeune âge et le fait que vous soyez nouvellement élu. Vous n'êtes pas élu depuis 30 ans, mais ça ne semble pas suffire à déclencher un sursaut de participation, notamment dans cet arrondissement. Bien sûr, mais je ne dis pas que je me satisfais de cette abstention-là. Je pense que nous Comment vous l'analysez? Alors déjà, nous n'en sommes pas les premiers responsables. Quand vous avez en fait un gouvernement qui est un président de la République qui, à l'issue de son élection, dont l'élément de langage majeur est de dire qu'en réalité les élections législatives n'ont pas lieu, qu'elles ne servent qu'à lui donner la majorité à laquelle il a le droit, voire à caractériser d'antidémocratique l'idée qu'il puisse y avoir une assemblée d'un autre bord.
Ça n'aide pas. Après, je pense que la campagne sur le mot d'ordre Jean-Luc Mélenchon Premier ministre est une campagne qui a vraiment marqué les esprits, et notamment dans des quartiers où moi, en 2017, j'ai vu des gens dire « j'ai voté Mélenchon, mais bon, bah, c'est perdu, c'est fini », et qui là me disaient « bon, on a bien compris que voilà, le second tour, il y a quelque chose qui a cloché, mais là, on a un troisième tour qui permettra d'exprimer nos aspirations ». Donc, bonne stratégie sur cette campagne faite sur le fait que Mélenchon pourrait devenir Premier ministre. Et le rassemblement, bien Et moi, j'allais quand même vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un loupé entre la dynamique de la présidentielle, très forte autour de Jean-Luc Mélenchon, et la faible participation aux législatives, que vous n'avez pas réussi à capitaliser sur cette grosse dynamique? Bien sûr, il y a ce fait politique majeur de ces législatives qui est le rassemblement des gauches et les très bons scores de la NUP, mais une très 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 forte abstention malgré tout. D'abord, faites pas comme le gouvernement, faites pas comme si le second tour avait eu lieu. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis en train de vous parler de la faible participation du premier tour. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, on se retrouve quand même à 400 sièges, plus de 400 qu'on pose à la majorité, à l'exécutif, comme à tous les candidats. C'était pas pour. Ce que je veux dire, c'est. Alors évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ça, et évidemment, mais il y a un travail de très longue haleine à faire pour que les gens retournent aux législatives. Ce que je veux dire, c'est qu'autour de la majorité, il n'y a pas eu de dynamique électorale à la présidentielle. Il y a eu une dynamique électorale autour de Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'a pas été qualifié au second tour. Qui s'est poursuivi et qui, je pense, qui s'est amplifiée, mais c'est très difficile à voir parce que si vous regardez en 2017... Vous dites qu'elle s'est amplifiée. En fait, ce qui se passe entre la présidentielle et la législative, habituellement, c'est que vous avez un décrochage absolument énorme. Et moi, je pense que là, le nombre d'endroits où nous sommes au second tour, c'est le fruit d'une stratégie de rassemblement et de quelque chose qui a limité, si vous voulez, cette espèce de déperdition terrible de voix qu'il y a toujours entre la présidentielle et la législative. Pire, en fait. Si vous regardez, ça aurait pu être pire. Par contre, c'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas le second tour. C'est que là, la vraie question, c'est est-ce que là, avec le nombre de second tours que nous avons, où nous sommes présents, les gens vont se réveiller. Et moi, je parle notamment à la jeunesse, parce qu'on a vu une jeunesse très mobilisée en faveur de Jean-Luc Mélenchon, très intéressée par la présidentielle. Est-ce que là, elle comprend que quelque chose se joue pour ce second tour? Et c'est toute notre tâche, évidemment. 3 lieux différents qui renvoient à 3 affaires similaires, des affaires de refus d'obtempérer qui ont fait 4 morts en France en 3 mois. 4 morts après des contrôles de police lors desquels des policiers ont fait usage de leurs armes. Des enquêtes judiciaires sont en cours. Étaient-ils, ces policiers, en situation de légitime défense? Que dit la loi? Mediapart vous propose ce soir de revenir sur ces affaires et de les analyser. Pour cela, j'accueille Fabien Jobard. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS et votre dernier livre est paru au Seuil, Politique du désordre, la police des manifestations. Camille Polony et Pascal Pascariello, salut à toutes les deux. Vous êtes journaliste à Mediapart et avez enquêté sur ces affaires. Alors commençons par l'affaire du Pont-Neuf. Je rappelle rapidement les faits. Le 24 avril, 2 occupants d'une voiture sont tués et un 3e grièvement blessé par un gardien de la paix armé d'un fusil d'assaut sur le Pont-Neuf à Paris. Le policier est mis en examen pour homicide volontaire sur le conducteur, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur le passager avant et violence volontaire sur le passager arrière. Camille, Pascal, que révélez-vous dans votre dernière enquête parue en début de semaine sur Mediapart? On révèle en fait les premiers éléments de l'enquête judiciaire qui permettent de comprendre pourquoi il y a eu justement cette mise en examen du policier et qui dans cette affaire sont assez déterminants. Il s'agit notamment du rapport de balistique et d'autopsie qui révèle que le policier a tiré à 10 reprises avec son fusil d'assaut, mais qu'il a tiré de face, certes, mais également de côté et par l'arrière. Donc une fois que le véhicule l'a dépassé, une fois qu'il ne peut pas plaider pour le coup la mise en danger ni de lui ni de ses collègues, et ce sont en fait les balles qui tirent sur le côté et par l'arrière qui sont mortelles, puisque le conducteur est mort, selon le rapport d'autopsie, d'une balle qui a traversé sa tête par l'arrière et qui sort par la tempe, tandis que le passager, lui, meurt d'une balle qui lui traverse sur le flanc, sur le côté, sous l'aisselle, et qui traverse son poumon. Par ailleurs, qu'est-ce que révèlent également les premiers éléments de l'enquête? Que les policiers eux-mêmes ont été mis en danger par les tirs. Les autres policiers de la brigade, enfin de l'équipage. Exactement. Ils étaient 5 et plusieurs d'entre eux, 3, disent avoir s'être sentis en danger. La policière qui contrôle le conducteur à ce moment-là, qui est en train d'essayer de faire dévier le véhicule en s'agrippant en fait à la portière, explique avoir senti le souffle de la balle
à côté de son oreille et avoir vu sa vie défiler. Un autre policier s'accroupit parce qu'il est également dans la trajectoire des tirs. Et enfin, un troisième prépare son arme pour riposter parce qu'il ne sait pas d'où viennent les tirs. Il ne comprend pas, il ne sait pas qui tire. Et donc, il prépare son arme pour riposter par rapport à ce danger. Et il protège également un passant en se mettant devant lui pour le protéger avec son gilet pare-balles. Camille. Ce que révèle aussi l'enquête, c'est des incohérences dans la version des policiers. Donc on l'a dit, ils étaient 5, ils disent pas tous exactement la même chose. Le tireur ne dit pas exactement la même chose que les autres, notamment sur son positionnement face au véhicule. Et il y a aussi des témoins extérieurs, donc des gens qui ne sont pas policiers, sauf l'un d'entre eux qui était un policier hors service, qui passait par là par hasard, qui donne aussi sa version, qui ne positionne pas forcément le tireur au même endroit que les autres. Et ça crée une petite incertitude sur les possibilité que le tireur avait de s'écarter plutôt que de tirer, puisque l'un de ses collègues qui devait se trouver aussi devant la voiture s'est plutôt écarté. Il y a un témoignage qui est assez divergent au sein de l'équipage de policiers qui sème le doute sur le moment des tirs, c'est-à-dire qu'un des policiers dit avoir d'abord entendu des détonations, puis la voiture démarrer, alors que la thèse de la légitime défense soutenue par le policier tireur s'appuie sur le fait qu'évidemment la voiture lui fonçait dessus. Et évidemment, on a des doutes aussi sur l'intention du conducteur, puisqu'on ne peut pas la connaître, on n'est pas à sa place, mais on peut savoir qu'il a soit essayé de foncer sur des policiers, soit essayé de s'échapper, ce que soutient plutôt le passager arrière de la voiture, c'est-à-dire celui qui était blessé. Et donc c'est pour toutes ces raisons, notamment donc les tirs mortels dans le dos, que à ce stade, les magistrats ont écarté l'hypothèse de la légitime défense. Une réaction, Fabien Jobard, déjà à ces premiers éléments, et puis on continue sur ce cas. Homicide volontaire, c'est fréquent qu'un policier soit mis en examen pour homicide volontaire ? Non, c'est pas fréquent, mais ça se comprend dans une logique juridique propre au droit. Si le policier dit « je me suis senti en état de légitime défense et donc il était absolument nécessaire que je fasse usage de mon arme parce que le tir était le seul moyen par lequel je pouvais mettre un danger, terme au danger auquel je m'exposais, auquel j'étais exposé. Bon, à ce moment-là, le policier peut soutenir l'argument selon lequel il a cherché à tuer parce que pour lui, c'est le seul moyen d'arrêter, de mettre un terme au danger. Donc, la poursuite ou la mise en examen pour homicide volontaire, elle se comprend. Et c'est pour ça que vous avez 3 motifs de mise en examen distincts, attachés au même policier et a priori à la même action, selon qui il touche. Puisque si l'on soutient son raisonnement, c'est-à-dire si on inscrit ces tirs dans la légitime défense, c'est pas le seul cadre dans lequel on peut les inscrire, mais si on les inscrit dans la légitime défense, il tire sur le conducteur pour le tuer. Il estime que le tuer, c'est le seul moyen qui permettra de ne pas s'exposer à un danger de mort, mais il tire par inadvertance sur l'un qui décède, donc homicide involontaire, et sur l'autre qu'il blesse, donc cause et blessure. On va revenir sur cette notion de légitime défense qui a évolué dans la loi ces dernières années. Avant ça, est-ce qu'on peut préciser à la fois le profil des victimes et celui du policier ? Le policier a 24 ans, il vient de La Réunion, il rentre au sein de la police en 2019 et est titularisé en février 2021, au même moment où en fait il prend ses fonctions au sein de cette compagnie qui a en charge de sécuriser la préfecture et ses environs. Et ce qui évidemment retient un peu plus l'attention, c'est qu'il a été formé pour manier ce fusil d'assaut 15 jours auparavant. Seulement, mais surtout qu'il a reçu 2 jours de formation. Pour manier un fusil d'assaut. Pour manier un fusil d'assaut, ce qui est prévu par la police pour former ses propres agents à ce genre d'armes, mais qui évidemment pose question. Ça paraît peu. Très peu, oui. Oui, en effet, ça paraît peu. Alors, c'est d'autant plus surprenant que vous vous souvenez peut-être que la Cour des comptes avait publié un rapport, il me semble, en 2018, sur les moyens et les conditions matérielles dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, et avait pointé le fait que
seulement la moitié des policiers effectuaient leur tir réglementaire et de surcroît pointaient l'introduction du HK-G36 dans certaines équipes de police en soulignant que, compte tenu du caractère extrêmement dangereux de cette arme, qui a été introduite pour ça, en cas d'attaque terroriste, c'est pour ça qu'ils étaient appelés à protéger le périmètre de la préfecture de police, eh bien il était nécessaire d'avoir une formation particulièrement soutenue. Donc on est dans un contexte 2018 qui est un contexte d'attaque terroriste sur des policiers, mais qui est aussi un contexte de changement du cadre législatif d'usage des armes par les policiers, c'est l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Ouais. Et c'est donc un contexte où, du point de vue de la formation, les policiers, beaucoup plus que les gendarmes du reste, les policiers sont dans une situation très fragile. Ils n'effectuent pas leur tir. Ils sont, leurs entraînements sont inférieurs à ce que prévoient les règlements. Donc c'est un problème quand il s'agit d'être dans la vie réelle. Ah bah, bien sûr, bien sûr. On y vient à cette légitime défense, juste rapidement quand même, parce que c'est important, le profil les victimes, qui étaient-elles Bien sûr. Alors les victimes, ce sont deux frères. Fadjigui, qui était le conducteur de la voiture, qui était âgé de 25 ans, et son frère Boubacar, qui lui avait 31 ans. C'est deux frères qui ont grandi dans le 20e arrondissement, où a eu lieu d'ailleurs quelques jours après leur mort une marche en leur mémoire. Et ils étaient à la recherche d'un emploi, avec des petits boulots un peu précaires qu'ils avaient effectués auparavant. Il faut préciser quand même, parce que ça a une importance dans l'histoire, que le soir des faits, ils s'étaient déplacés au centre de Paris pour livrer 1 gramme de cocaïne à un client, qui était un homme qui s'appelle Yann, et qui leur avait commandé ce gramme de cocaïne. C'est dans ce contexte-là que les policiers ont voulu contrôler la voiture, puisqu'ils ont vu un troisième homme monter dans la voiture où ils étaient, et qu'au moment du contrôle, le conducteur a redémarré sa voiture. Alors, Fabien Jobard, on est donc au cœur du sujet. La question de la légitime défense, comment est-ce qu'elle est définie et est-ce que le fait d'avoir peur pour sa vie suffit ? La légitime défense, elle est définie par le fait d'avoir peur pour sa vie et pour mettre un terme au danger ou à la menace actuelle et immédiate, il faut en riposte immédiatement employer une force proportionnelle au danger encouru. Bon, ça a l'air très théorique comme ça, mais si vous avez peur que quelqu'un en état d'ivresse trébuche et vous tombe dessus sans porter atteinte à votre vie, vous ne sortez pas votre arme pour mettre un terme à sa chute probable. Alors, la difficulté dans cette affaire-là, c'est que il faut distinguer en fait légitime défense et usage des armes. Vous avez deux cadres dans lesquels les policiers peuvent employer leur arme à feu. Et là, on parle de l'usage de l'arme à feu, pas d'autres moyens de défense. La légitime défense des policiers et des gendarmes, elle est la même que celle qui vaut pour nous tous, nous toutes. C'est-à-dire, tout citoyen est tenu de riposter à un danger auquel il est exposé de manière immédiate. Et il est tenu d'y répliquer de manière proportionnelle à ce danger. Et dès que le danger est éloigné, la force n'est plus légitime. Donc ça, c'est une chose, c'est la légitime défense. Il y a un autre texte qui est venu préciser le cadre dans lequel les policiers peuvent faire usage de leurs armes. C'est l'article 435 1 du Code de sécurité intérieure, qui a été adopté donc par une loi du 28 février 2017 et qui prévoit des situations diverses, prévoit 5 situations dans lesquelles les policiers et les gendarmes et les policiers municipaux peuvent faire usage de leurs armes à feu. L'une de ces situations, c'est celle qui touche aux véhicules, aux conducteurs et aux occupants des véhicules qui viennent de forcer un ordre de s'arrêter. Ils ne se sont pas arrêtés, et là la loi dit, c'est le 4e de l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure, le texte dit, si les policiers ou les gendarmes ont des raisons de croire que cette personne est susceptible dans sa fuite, après avoir outrepasser l'ordre de s'arrêter. Si cette personne est susceptible dans sa fuite de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie d'eux-mêmes, policiers, gendarmes, ou bien de tiers, alors l'usage des armes est
légal, il est fondé. Et c'est ce texte qui, à mes yeux, mais pas seulement à mes yeux, on est un certain nombre à le penser, a introduit un niveau de complexité à mon avis préjudiciable dans l'usage des armes. Parce qu'auparavant, l'usage des armes était beaucoup plus simplement limité, en tout cas en ce qui concerne les policiers, à la légitime défense.